Une fillette de 10 ans a amené son petit frère malade devant une clinique et a rencontré par hasard un millionnaire. Ce qui l'a fait ensuite a stupéfié tout le monde. Avant de commencer l'histoire, n'oubliez pas de laisser un like et de vous abonner à la chaîne pour voir plus d'histoires comme celle-ci. Bang! Un son sec et discordant a résonné dans le couloir du deuxième étage. Personne n'a répondu. Aucune voix, seulement la résonance silencieuse d'un mur fissuré. Une poupée sans tête roulait lentement sur le sol carrelé, l'acide gastrique rongeant le coin d'une facture déchirée. Un panneau en plastique de travers sur la porte indiquait « Ne pas déranger ». Derrière cette porte, une petite fille déchirait des bandes de tissu de l'ourlet d'un vieux manteau. Ses mains étaient gercées et crevassées, mais ses yeux restaient d'un calme inhabituel. Elle s'appelait Anna Whittaker, 10 ans, orpheline, sans aucun adulte dans la pièce. Pas d'électricité non plus. Anna travaillait à la lueur d'une lampe de poche posée sur la table de chevet, le seul objet restant après le décès de sa mère près de 3 semaines auparavant. Dans un coin de la pièce, Jonah, le frère de Anna âgé de 2 ans, gisait dans une boîte en carton doublé de pull. Sa respiration était sifflante. Il serrait encore contre lui un ours en peluche à une seule oreille, le seul souvenir que les 2 enfants avaient réussi à conserver de leur passé. Anna a resserré une couverture et l'a nouée en bandoulière sur son dos. Ses mouvements étaient déterminés, comme si elle avait fait ce geste des centaines de fois, bien qu'en vérité, elle n'ait jamais quitté l'immeuble seule la nuit. Des voix résonnaient dans le couloir. « Ce gamin est toujours là », dit une voix de femme, sèche, indifférente. Anna est restée silencieuse. Elle a reconnu la voix, Mademoiselle Tracy Shaw, la propriétaire. Une femme qui vivait seule, verrouillait toujours sa porte à 18h et ne se séparait jamais de sa bombe au poivre. Elle n'aimait pas les enfants, n'aimait pas le silence, et surtout, n'aimait pas les gens qui ne payaient pas leur loyer à temps. Il y a 3 semaines, quand leur mère était partie, Anna n'avait rien dit à personne. Elle avait discrètement tiré les rideaux, essayé de calmer Jonah et répondu au téléphone avec la voix de sa mère lorsque la propriétaire appelait. Mais le loyer ne pouvait pas être simulé. La dernière enveloppe glissée sous la porte était un avertissement glacial. Sans papier, sans tuteur et sans argent, vous n'avez aucun droit de rester. Un léger coup à la porte, une seule fois, puis le bruit de pas s'éloignant et de talons bon marché claquant sur le sol. Anna n'a pas réagi. Elle s'est seulement tournée vers Jonah, s'est penchée et a pressé son front contre le sien. Le garçon a gémi. Anna a silencieusement ouvert son sac à dos. À l'intérieur, il y avait une boîte de soupe entamée, quelques miettes de pain, un livre pour enfants à la reliure abîmée et une bouteille d'eau à moitié vide. Elle a jeté un dernier regard à la pièce. La photo de famille était décolorée. Son père n'y figurait pas, il était parti il y a longtemps. Juste leur mère et eux deux. Maintenant, leur mère était partie aussi. Anna a soulevé Jonah sur son dos. Chaque mouvement la faisait tressaillir, non pas de douleur, mais sous le poids. Pas le poids du corps, mais celui de la question qui pesait sur son âme. Pouvait-elle encore faire confiance à qui que ce soit? Dehors, le vent tirait violemment sur un panneau incliné qui disait « À louer. Chambre propre, tarif bas ». Anna descendit lentement les marches du porche. Un jeune homme passa, une tasse de café à la main. Il ne lui a pas jeté un regard. Jonah toussa. Anna le posa doucement, lui tapota le dos, puis se releva vivement en voyant des phares au loin. Une voiture approchait. Elle leva la main. La voiture ne s'est pas arrêtée. Le conducteur a jeté un œil dans le rétroviseur, a secoué la tête. Elle n'a pas pleuré, n'a pas espéré, a juste continué à marcher. À un autre coin de rue, près d'un feu de circulation clignotant, un homme en manteau noir est sorti d'un magasin de spiritueux. Il a ouvert son téléphone et lu un message. « Demain, c'est l'hommage à Emily. Tu seras là ?» Il s'appelait William Grayson, 55 ans, veuf. Il avait perdu sa fille à cause d'une maladie non traitée dans une petite ville de campagne. Il n'a pas répondu, a simplement levé les yeux au ciel, puis s'est dirigé vers son SUV. Pendant ce temps, Anna passait devant un arrêt de bus désert. Le banc était froid. Elle y a déposé Jonah et s'est appuyée contre le dossier. La faible lueur d'une pizzeria jetait une teinte rouge pâle sur son visage. Personne ne lui demandait où elle allait. Personne ne demandait pourquoi un enfant portait son petit frère sur son dos par une nuit d'hiver. On est presque arrivé à un endroit avec des médecins, murmura Anna à Jonah, ajustant l'écharpe autour de son cou. Juste une personne, Jonah. Une seule personne qui accepte de s'arrêter. Elle s'est levée et a continué son chemin. Les lampadaires vacillaient, projetant une lueur vert pâle sur le trottoir humide. Les arbres nus tremblaient, comme s'ils essayaient de se soustraire au froid mordant.
La fenêtre du deuxième étage de la clinique Waverly reflétait le clignotement rouge d'une enseigne électronique, soins d'urgence. Ouvert tard. De loin, Anna a vu la lumière et a accéléré le pas. Le vent lui cinglait le visage, mais elle n'a pas ralenti. Son dos était lourd du poids de Jonah qui respirait à peine, mais son cœur s'accrochait à une seule pensée. Là où il y a de la lumière, il y a de l'espoir. Quand elle a atteint la porte vitrée, elle s'est arrêtée. À l'intérieur, c'était un autre monde, sols impeccables, fauteuils en cuir, un radiateur d'appoint qui bourdonnait. Une femme en blouse blanche discutait avec une réceptionniste blonde. Toutes deux souriaient, mais leurs expressions se sont figées lorsqu'elles ont croisé l'ombre de Anna. Anna a tapoté légèrement sur la vitre. Un son doux. Personne n'est venu ouvrir. Elle a frappé plus fort. Ses mains ont commencé à trembler, de froid et de peur. Bien que la peur soit devenue quelque chose de flou maintenant, juste un réflexe lorsque le désespoir devenait suffocant. La réceptionniste, Linda Paxton, s'est approchée de la porte. À travers la vitre, Anna a vu ses lèvres bouger, puis Linda a entrouvert la porte et s'est penchée. « Qu'est-ce qu'il a, le bébé ?» demanda Linda d'une voix inquiète. « Peux-tu me montrer des papiers pour ton frère, pour que le médecin puisse l'aider ? As-tu une assurance ?» demanda Linda, les yeux hésitants. Anna secoua la tête, la voix rauque. « Je n'ai rien. Juste lui. Il n'arrive pas à respirer. » Linda a hésité. Elle a regardé Jonah, puis a demandé doucement, comme pour essayer de comprendre, « Où sont tes parents ?»« Ma maman est morte. Personne ne le sait. Je ne savais pas à qui le dirait. » Sa voix se brisa, puis s'éteignit en un murmure. Personne n'a demandé. Personne n'est venu. Linda s'est retournée, sur le point de parler, quand une voix sèche a retenti du couloir. « Linda, fermez cette porte. Maintenant. » C'était le docteur Evelyn Morris, la femme en blouse blanche, debout dans le couloir, les yeux comme de la glace. Linda a marqué une pause d'une seconde, puis a obéi. La porte s'est refermée. Anna s'est effondrée à genoux. « S'il vous plaît, dit-elle, mon frère, il ne respire plus. » À l'intérieur, Linda Paxton est restée immobile, sa main posée sur le bord du bureau d'accueil, les jointures de ses doigts blêmirent tant elle serrait fort. Dehors, derrière la porte vitrée, la petite fille, Anna, était toujours agenouillée. Son corps penchait si loin sur le côté qu'elle semblait sur le point de s'effondrer. Ses cheveux emmêlés et sales couvraient une partie de son visage, mais Linda pouvait clairement voir ses lèvres bleuâtres et le vide qui commençait à envahir son regard. Jonah, affalé sur son dos, ne bougeait pas, sa tête ballottant d'un côté, un bras pendant mollement. Personne ne devrait avoir à assister à une telle agonie. Personne ne devrait rester silencieux face à une telle scène. Linda s'est retournée. « Madame Morris », sa voix se brisa, « nous devons faire quelque chose. » Evelyn Morris, la médecin-chef de la clinique, venait de signer le formulaire de diagnostic du cas précédent. Elle n'a pas levé les yeux. Sa voix était plate, comme si elle avait prononcé ces mêmes mots un millier de fois. Pas de papier, pas d'assurance, pas d'admission. Vous connaissez le règlement. Mais l'enfant, dehors? Pas de dossier médical, pas de tuteur légal, pas de droit de recevoir un traitement. Linda a dégluti difficilement. Elle s'est retournée et a regardé par la fenêtre. Anna tenait maintenant Jonah par derrière avec ses mains nues, comme pour l'empêcher de s'écrouler complètement. Ses deux petits corps, si petits, si fragiles, baignaient dans une lumière blanche, dure et impitoyable. Linda a parlé comme quelqu'un qui s'accroche à quelque chose qui n'a plus lieu d'être. Les enfants peuvent aussi être en danger, Evelyn. Evelyn a posé le dossier. Sa voix était basse mais ferme. Et si nous sauvons la mauvaise personne? S'il y a des complications? S'ils nous poursuivent en justice? Nous perdons notre licence. Êtes-vous prête pour ça? Linda n'a pas répondu immédiatement. Evelyn s'est approchée lentement et a continué. Pensez-vous qu'il suffit de gentillesse pour gérer une clinique? Une infirmière a essayé ça l'année dernière. Elle a été suspendue. Personne ne l'a défendue. Le système ne laisse aucune place aux erreurs commises sous le coup de l'émotion. De l'autre côté de la vitre, Anna haletait, les yeux mi-clos. Le corps de Jonah était inerte, la tête tombant sur le côté, et son ours en peluche à une seule oreille était tombé dans la neige. Et à ce moment précis, un SUV noir s'est arrêté en douceur à quelques pas du trottoir. William Grayson, 55 ans, autrefois l'un des plus grands investisseurs du centre-ville de Waverly. Un veuf qui vivait autrefois dans un manoir du Connecticut, mais aussi un homme qui avait passé une nuit blanche entière devant une salle d'urgence, à regarder sa fille mourir de pneumonie,
simplement parce qu'il n'y avait pas de médecin dans un rayon de 60 km. Il a coupé le moteur. Ses yeux se sont immédiatement fixés sur la scène devant la fenêtre, une fillette de 10 ans, serrant son frère presque inconscient, agenouillée devant une clinique comme si elle mendiait quelque chose de bien trop infime pour être refusé. Et il a vu son petit frère, cet enfant immobile, enveloppé de lambeaux de tissu, tenu par un amour bien trop grand pour une personne de son âge. William n'est pas sorti tout de suite. Au début, il voulait juste s'arrêter quelques minutes pour observer, puis repartir. Mais la jeune fille a levé la tête. Ses lèvres, sèches et gercées, ses yeux se sont posés sur le visage de l'inconnu, comme si elle voyait en lui la dernière lueur d'humanité restante. Elle n'a pas supplié. Elle n'a pas pleuré. Elle a simplement dit, « Si vous avez une fille, s'il vous plaît, ne laissez pas mon frère souffrir comme ça. » Les mots n'étaient pas forts, mais le vent les a portés, et le vent les a portés droit au cœur de William. Sa poitrine s'est serrée. La dernière chose qu'il avait vue avant la mort d'Emily était aussi un regard. Tout aussi fragile, tout aussi dépourvu de reproches, tout aussi silencieusement appelant un père impuissant. William a pris une profonde inspiration, s'est dirigé vers la porte vitrée. Linda l'a vue. Elle s'est figée. « Monsieur Grayson ?» Il ne lui a pas répondu, a simplement regardé droit à l'intérieur, puis a frappé 3 fois sur la vitre. Toc, toc, toc. Sa voix était basse mais claire, « J'assume l'entière responsabilité. Sauvez cet enfant. » Evelyn est apparue derrière la vitre. « William, vous ne pouvez pas ?»« Pas juste, » l'interrompit, « c'est la chose à faire. » Linda n'a plus hésité. Elle a appuyé sur le bouton. La porte s'est ouverte. Le vent s'est engouffré, apportant l'odeur de la neige, la respiration saccadée de Jonah, et quelque chose que tout le monde a compris. C'était le moment d'être humain, pas seulement un employé ou un médecin. William s'est penché, a ramassé l'ours en peluche et l'a tendu à Anna. « Tu as bien veillé sur lui ?» a-t-il dit. Anna a serré l'ours contre sa poitrine, les yeux fixés sur Jonah pendant que Linda le transportait à l'intérieur. La fillette s'est précipitée pour les suivre. William marchait derrière eux, son regard ne quittant jamais ses petites épaules fragiles. Il ne voyait plus Anna, il voyait Emily. Et lui-même, 10 ans plus tôt, debout devant une porte qui ne s'était jamais ouverte. À l'extérieur de la fenêtre du 2e étage de la clinique Waverly, une rafale de vent a fouetté l'enseigne électronique, faisant clignoter plusieurs fois les mots soins d'urgence. Ouvert tard avant de se stabiliser à nouveau. Le ciel était encore sombre et l'odeur froide et métallique de la nuit persistait sur le parking. William Grayson se tenait immobile, comme si le temps pour lui se déplaçait au ralenti. Ses yeux ne quittaient pas la petite fille qui serrait l'ours en peluche. Ce regard ne voyait pas seulement Anna, il voyait un passé qui n'avait jamais pardonné. Dans son esprit, une autre porte s'est ouverte. Pas la porte vitrée de la clinique, mais la porte de la mémoire. Cette année-là, Emily avait 7 ans. Il était en réunion d'actionnaires à Chicago quand il a reçu l'appel. Sa femme a dit que leur fille avait une forte fièvre et ne pouvait plus respirer. 1 heure plus tard, ils ont emmené Emily à la clinique la plus proche, mais l'hôpital a refusé de l'admettre car les documents de référence du médecin de famille n'avaient pas été remplis. Sa femme a pleuré, a argumenté. Ils ont attendu encore 40 minutes, puis ont fait demi-tour pour emmener leur enfant en ville. Emily n'a pas survécu au trajet sur l'autoroute. William n'était pas là. Il n'est arrivé qu'à temps pour voir le mince drap recouvrant le visage de sa fille dans l'ambulance. Sa petite main serrait encore un jouet, un ours en peluche bleu pâle. De retour au présent, William est entré dans le hall. Il a vu Evelyn Morris s'approcher, son visage inchangé. Mais Linda, la réceptionniste qui avait ouvert la porte plus tôt, se tenait là, tremblante, les larmes au bord des yeux. Evelyn secoua lentement la tête. « William, c'est un établissement privé. Si ce cas a des complications, vous ne pouvez pas. On ne peut pas laisser un enfant inconscient et souffrant sur le pas de la porte. Continuez. » William se dirigea droit vers le bureau de la réception. Bang! Sa main s'abattit sur le comptoir. L'écho a retenti dans tout le hall. Evelyn se figea. « Qu'est-ce que nous faisons ici ?» dit William. « Peser une vie humaine contre un règlement ?» Aucune autre explication n'était nécessaire. William a enlevé son manteau, s'est penché et l'a drapé sur Jonah, dont le corps était déjà devenu bleuâtre. Sans hésiter, il a soulevé le garçon dans ses bras, comme s'il portait sa propre fille toutes ces années auparavant. Evelyn s'avança, bloquant le couloir. « Vous ne pouvez pas simplement emmener un patient à l'intérieur. Le protocole d'urgence exige des documents initiaux. »
Que voulez-vous que je signe? Une décharge? Une renonciation légale? Je signerai tout. Mais si nous attendons une minute de plus, ce garçon n'aura plus besoin d'un médecin. Evelyn a pincé les lèvres. Une lueur d'hésitation a traversé ses yeux, puis a disparu. Si cela se sait, la clinique pourrait perdre sa licence. Nous ne sommes pas autorisés à traiter un enfant sans identification légale. William la regarda droit dans les yeux. Et si demain, ce garçon n'est plus là parce que nous avons hésité, avez-vous l'autorité de l'expliquer à votre propre conscience, Evelyn? Personne n'a dit un mot de plus. Linda s'est précipitée, a poussé la porte du couloir. Suivez-moi. À l'intérieur du couloir, les lumières chirurgicales se sont allumées une par une, froides et impitoyables. Anna est arrivée la dernière, ses yeux ne quittant jamais les pas de l'homme qui venait de mettre en jeu son honneur et ses souvenirs pour sauver son frère. La porte de la salle d'urgence s'est refermée derrière eux. Dehors, l'air était encore froid, mais peut-être qu'à l'intérieur, une autre vie venait d'être sauvée, non pas par la réglementation, mais par l'action. Sur le sol, l'ours en peluche à une seule oreille est resté une seconde, puis le bras de Anna s'est tendu pour le ramasser. Elle le serra fort, comme s'il faisait partie de son frère, puis se dépêcha de suivre William et Linda dans le couloir. Au bout du couloir, la lumière de la salle d'urgence se brouilla dans la vision de Anna, mais la voix d'une infirmière criant « Préparez la bouteille d'oxygène » lui dit que le pire n'était peut-être pas encore passé. Et pour la première fois, elle murmura sans un son « Ne le prenez pas comme vous avez pris maman ». Derrière elle, William s'arrêta un instant. Bien qu'il ne se soit pas retourné, il l'a entendu ou l'a senti. Et c'est à ce moment-là qu'il a serré Jonah plus fort, comme s'il s'agrippait à quelque chose que ni lui ni Anna ne pouvaient supporter de laisser s'échapper. Si devant vous se trouve une porte vitrée légèrement entr'ouverte, frapperiez-vous? Commentez oui si vous avez trouvé votre courage, non si vous êtes encore incertain. Au dernier étage d'un petit hôpital de banlieue, de faibles lumières jaunes restaient allumées dans le couloir pour économiser l'électricité, projetant des ombres sur les panneaux de verre qui scintillaient comme de l'eau ondulante. À l'intérieur de la salle d'urgence, le son familier d'un moniteur cardiaque résonnait, vacillant, fragile. Jonah était allongé sur le côté, un tube à oxygène attaché à son nez. Sa peau était pâle, son front trempé de sueur, et ses petites mains étaient serrées, comme pour s'accrocher à la dernière once de chaleur. Dana Lowell, une jeune infirmière résidente transférée de la ville il y a quelques mois, était chargée de surveiller ce cas d'urgence spécial cette nuit-là. Elle avait autrefois travaillé dans le service de pédiatrie d'un grand hôpital, mais était partie après avoir demandé un congé prolongé pour des raisons personnelles. Dana n'en a jamais parlé. Tout ce que l'on savait, c'est que depuis son arrivée ici, elle était toujours prête à prendre les gardes de nuit, choisissait toujours les cas les plus difficiles et passait toujours plus de temps avec les enfants pauvres et malades. Il ressemble à mon fils quand il était petit. Il avait la même respiration sifflante. Mais heureusement, nous avions une assurance. Personne n'a répondu. Jonah est resté inconscient, ses respirations courtes et rapides. Au coin du couloir de l'hôpital, Anna était recroquevillée sur une chaise en plastique. Elle s'était assoupie, la tête penchée sur l'accoudoir du siège, serrant toujours un ours en peluche borgne. La lumière du néon vacillait sur ses joues maculées de suie et les marques d'un long voyage. Grace Holloway, une infirmière plus âgée aux cheveux argentés clairsemés, a discrètement posé un gobelet de lait en papier et un sandwich sur la table en métal à côté de Anna. Elle n'a rien dit, a juste jeté un coup d'œil à la jeune fille, a soupiré doucement, puis s'est détournée. La porte s'est ouverte. Le shérif Dal Murphy est entré, son chapeau de cow-boy pendant nonchalamment dans une main, ses bottes faisant un bruit doux sur le sol en vinyle. Dans son autre main se trouvait un dossier, un rapport d'admission des services de protection de l'enfance et des documents non traités d'un travailleur social. Il s'arrêta devant la chambre d'hôpital, regardant à travers la vitre dépolie. L'appel qui avait amené Murphy ici provenait d'une réceptionniste de la clinique Waverly quelques heures plus tôt. Janet Moore, après avoir été témoin d'une scène chaotique à la réception lorsque William Grayson était intervenu, avait discrètement déposé un rapport interne comme l'exigeait la procédure. Et le système, comme une machine sans émotion, avait transmis l'information au service de protection de l'enfance, puis au bureau du shérif. Murphy a marqué une pause, sans entrer. À travers la vitre, il a vu l'enfant sous oxygène et la petite fille blottie sur son siège, les yeux fixés sur le lit d'hôpital. Soudain, Anna a levé les yeux. Elle l'a regardé droit dans les yeux, sombre et cernée par l'épuisement. Silencieuse, sans peur, sans ressentiment. Juste autre chose.
Comme une question enfouie sous une lassitude trop familière pour être ignorée. Êtes-vous un homme bon ou juste quelqu'un en uniforme? La question flottait dans l'air, n'attendant pas vraiment de réponse, mais elle a fait hésiter Murphy. Cela faisait longtemps qu'une question ne l'avait pas rendu si incertain et si petit. William Grayson était appuyé contre le mur du couloir, observant chaque scintillement d'expression entre Anna et Murphy. En lui s'agitait un sentiment étrange, ni colère, ni pitié, mais une empathie tranquille pour un autre homme pris entre deux rôles, un représentant de la loi et un homme encore capable de ressentir. Murphy a fait un léger signe de tête et a posé le dossier sur la table près de la porte. Juste à ce moment-là, Dana est sortie, fermant doucement la porte derrière elle. « Vous êtes ? Shérif Murphy. » Il s'est éclairci la gorge. Il y a eu un rapport sur une orpheline errante. J'ai été envoyé pour vérifier la situation de la garde temporaire. Dana n'a pas répondu tout de suite. Elle a jeté un coup d'œil au dossier, puis a regardé Jonah à travers la vitre. Elle a parlé lentement, avec retenue. Si vous avez besoin de paperasse, attendez. Le garçon est en cours de stabilisation. La fille n'est pas le problème de ce soir. Murphy n'a rien dit de plus. Il a regardé Anna une dernière fois, puis s'est retourné et a quitté lentement la zone des urgences. William Grayson est resté appuyé contre le mur du couloir. Il a regardé la silhouette de Murphy s'éloigner, puis s'est retourné vers la chambre où reposait Jonah. La brise du climatiseur a doucement caressé ses cheveux. Il n'a rien dit, a juste fait un signe de tête silencieux alors que Dana retournait à l'intérieur pour continuer à surveiller le ventilateur. Un instant plus tard, William est entré. Il s'est approché de Anna, s'est agenouillé et lui a doucement touché l'épaule. « Tu devrais manger quelque chose. » Anna a ouvert les yeux, hébétée. Quand elle l'a vu, son regard s'est adouci, mais n'a toujours pas quitté Jonah. « Je n'ai pas faim. »« Alors mange pour ton frère. Comme ça, s'il se réveille, tu auras la force de le tenir. » Anna a hésité un instant, puis très doucement, elle a pris le gobelet de lait et le sandwich. Mais elle n'a pas mangé, les a juste tenus fermement, comme si elle avait peur que si elle les lâchait, tout disparaîtrait. William s'est assis à côté d'elle. Pas de promesse, pas de réconfort. Juste deux personnes, une vieille et une jeune, assises tranquillement ensemble dans la nuit. Un endroit où aucune loi ne pouvait arriver à temps et où aucun tribunal ne pouvait comprendre pourquoi, parfois, les gens doivent enfreindre les règles pour sauver un seul souffle. À l'intérieur de la pièce, Jonah a légèrement bougé. Le moniteur a émis un bip, plus long qu'avant. Dana s'est précipitée, ses yeux ont commencé à s'illuminer. L'oxygène monte, le rythme cardiaque est stable. Le garçon se stabilise. Personne n'a rien dit, mais de là où elle était assise, Anna a lentement levé les yeux vers William pour la première fois. Ses lèvres se sont légèrement incurvées. Juste un faible sourire, mais dans la pénombre de l'hôpital, il brillait comme le soleil se levant sur des crêtes enneigées. Devant le service des urgences, la neige avait cessé de tomber, mais des traces de pas boueux marquaient encore les endroits où les gens étaient passés la nuit précédente. Sur un bureau de la salle de réunion des professeurs de l'école primaire de Riverbend, une pile de dossiers d'élèves était ouverte, des papiers en désordre, une écriture griffonnée à la hâte encombrant les pages. Angela Reed, l'enseignante de 3e année qui avait eu Anna l'année dernière, était assise tranquillement, feuilletant les pages d'un vieux cahier. Pendant près de 2 semaines, elle avait envoyé des courriels aux parents, appelé tous les numéros de contact que l'école avait dans ses dossiers, mais personne n'avait répondu. Quand elle a vu le nom de Anna barré en rouge sur la feuille de présence, Angela a commencé à s'inquiéter. Elle a rempli le formulaire pour signaler une absence prolongée d'un élève, mais personne n'a répondu. Puis ce matin, après avoir entendu un vague reportage aux nouvelles locales sur une fille non identifiée transportée d'urgence à l'hôpital dans un état critique, Angela a senti que quelque chose n'allait pas. Elle a sauté sa séance de classe et est retournée au bureau du personnel, fouillant dans ses vieilles notes. Ses yeux se sont arrêtés sur une ligne écrite à l'encre bleue, Anna s'est endormie pendant les maths. Le sac à dos sentait la vieille nourriture. A sauté le déjeuner. Angela a soupiré, serrant fermement le cahier. Elle se souvenait de ce jour-là, comment Anna avait baissé la tête en silence, glissant un sandwich à moitié mangé dans la poche de son manteau, évitant les regards de ses camarades de classe. Au bout de la table, le directeur Leonard Walsh réorganisait le calendrier des réunions lorsqu'il a vu Angela s'approcher avec le cahier à la main. Il n'a pas levé les yeux. « Je pensais que cette affaire était réglée le mois dernier, Angela. Ne rouvrons pas les choses inutilement. » Angela a hésité. Anna a cessé de venir à l'école il y a 2 semaines. Sa mère a disparu. Personne n'a vérifié.
Personne n'est allé à la maison. C'est notre responsabilité. L'école n'est pas un service d'enquête sociale, a répondu Walsh, fermant un dossier, les yeux lévitants. Ce n'est pas la première élève à venir d'un milieu difficile. Angela l'a regardé un moment, puis elle s'est détournée et a ramené le cahier à son bureau. Dans une chambre d'hôpital faiblement éclairée, réchauffée par une douce lumière jaune, Anna était assise, recroquevillée sur un petit tabouret, les bras enroulés autour d'un cahier bleu pâle. Jonah dormait toujours, sa respiration était stable. Le tube à oxygène restait, mais la couleur était revenue à ses lèvres. Anna tenait un petit crayon cassé, taillé avec une lame de rasoir. Elle a écrit lentement. Si maman était encore en vie, je pense qu'elle aurait peur aussi. Mais elle dirait que tu as fait ce qu'il fallait. Et elle tiendrait Jonah. Elle le bercerait pour l'endormir, comme la nuit dernière. Mais cette fois, c'est moi qui l'ai tenu pour elle. Elle a marqué une pause, inspirant profondément le mélange de désinfectant et de papier d'hôpital qui ne lui donnait plus froid. Dans un petit café à quelques pâtés de maison de l'hôpital, peu de temps auparavant, Vincent Hale, un jeune homme d'une vingtaine d'années portant de gros écouteurs et transportant toujours un trépied pour smartphone, était assis près de la fenêtre, sirotant un latte tiède tout en vérifiant ses statistiques d'engagement sur TikTok. C'est lui qui avait enregistré le clip de Anna frappant à la porte de la clinique sous la tempête de neige. La vidéo avait recueilli des dizaines de milliers de vues en quelques heures, mais sans aucun acte d'aide ni légende appelant à l'assistance. Le cadrage de Vincent coupait le moment où la fille s'agenouillait et où M. Grayson s'avançait. Mais ce qui a attiré le plus d'attention, c'est la lumière froide de la clinique et la légende choquante, drame devant la clinique, enfant sans papiers abandonné. Vincent ne se souciait pas de la vérité, seulement des partages et des commentaires. Au même moment, une jeune femme aux cheveux bouclés d'environ 25 ans a ouvert son ordinateur portable à une table voisine, les yeux rivés sur une vidéo d'une caméra de sécurité. Ava Dunn, une jeune journaliste de la section des affaires sociales du journal local, examinait les images de la nuit précédente, la fille agenouillée dans la neige, frappant, et le vieil homme se tenant debout pour lui faire barrage contre le vent. Elle a composé un numéro. « Bonjour, c'est Ava Dunn de la Waverly Voice. J'aimerais parler brièvement avec Monsieur William Grayson de ce qui s'est passé la nuit dernière. Nous pensons que c'est une histoire qui mérite d'être racontée. » Il y a eu une hésitation à l'autre bout du fil, puis une voix d'homme a répondu, basse, stable et pas facilement influençable. Pas pour les relations publiques. Juste pour tenir une promesse faite à Emily. Ava a commencé à dire quelque chose, mais la ligne était déjà coupée. Elle est restée assise, les doigts posés sur le clavier. Le nom d'Emily n'était jamais apparu dans les archives publiques, mais la façon dont il l'avait dit, comme si chaque mot portait un morceau de quelqu'un qu'il avait perdu, a empêché Ava de taper plus loin. Elle a sauvegardé la vidéo, fermé l'ordinateur portable et n'a écrit qu'une seule phrase dans son carnet. Parfois, le silence est la chose la plus vraie qu'une personne puisse dire. Après l'appel d'Ava, William s'est approché doucement du banc où Anna était recroquevillée, les bras autour de ses genoux, les yeux dans le vide. Elle tremblait légèrement, non pas de froid, mais d'une anxiété si profondément ancrée qu'elle était devenue un instinct. William s'est penché et a doucement touché le poignet gauche de Anna, où une ecchymose en train de s'estomper était encore visible. « Ça ? Qui t'a fait ça ?» demanda-t-il, sa voix profonde mais avec une lueur d'alarme dans les yeux. Anna a hésité, puis elle a remonté sa manche, révélant d'autres marques de maltraitance sur le haut de son bras et le long de son flanc. Certaines étaient anciennes, presque disparues, d'autres portaient encore de légères marques d'ongles. « Pas récemment. C'était il y a un moment, » murmura-t-elle, comme si elle essayait de se convaincre que le dire n'empirerait pas les choses. Elle s'appelait Brenda. C'était ma babysitter. Mais maman travaillait de nuit, elle ne rentrait souvent pas à temps. Brenda criait beaucoup, me tirait fort les bras. Puis un jour, elle n'est tout simplement pas revenue. William n'a rien dit. Ses yeux n'ont pas quitté les siens, mais il semblait voir à travers elle, comme s'il voyait quelqu'un d'autre, une autre Emily laissée pour compte dans une vie qu'il croyait autrefois maîtriser. Anna a continué, sa voix stable mais se fissurant sous la surface. Après ça, je me suis occupée de Jonah toute seule. Maman a fait de son mieux, mais nous étions trop pauvres. Quand elle est morte, personne n'est venu. Je ne savais pas qui appeler, alors je suis juste restée. J'ai lavé Jonah, je l'ai nettoyé, j'ai partagé chaque morceau de nourriture que nous avions. Une nuit, Jonah m'a demandé « Où est partie maman, sœurette ?» William a détourné le visage, ses épaules tremblaient légèrement. Il a serré sa canne si fort que ses jointures sont devenues blanches.
Cette phrase l'a frappé à nouveau, le laissant sans souffle, tout comme le jour où il se tenait devant l'ambulance d'Emily, tout comme les yeux de l'enfant maintenant assis en face de lui. Et cette fois, il n'a pas détourné le regard. Le lendemain matin, Ava Dunn a sauvegardé le clip vidéo comme preuve. Elle ne l'a pas publié tout de suite, mais l'a apporté à l'hôpital où se trouvait Anna, encore incertaine dans son cœur. Mais ensuite, le clip a commencé à se propager, non pas par elle, mais par l'enregistreur original. La communauté en ligne l'a partagé, en a discuté, en a débattu. Des opinions contradictoires sont apparues partout, mais cette fois, personne ne pouvait dire « je ne savais pas ». Au début, il y a eu des commentaires étranglés par l'émotion, je n'ai pas pu retenir mes larmes en regardant ça. Avons-nous vraiment laissé cela se produire au cœur de l'Amérique? Mais bientôt, les opinions ont commencé à se diviser. C'est mis en scène. Cette petite fille joue clairement la comédie. Pourquoi les enfants sans abri sont-ils autorisés à errer comme ça? Où sont leurs parents? Qui est cet homme? Sommes-nous sûrs qu'il ne les exploite pas pour redorer sa propre image? Pendant ce temps, dans un studio de télévision local, Lisa Morrow, une commentatrice bien connue au ton acerbe et critique, était en direct à l'émission du matin. Qui est William Grayson? Un millionnaire sans aucune formation médicale qui s'arroge le droit d'interférer dans les procédures d'urgence. Elle a ajusté ses lunettes, sa voix plus tranchante. Nous sommes émus par l'image d'un père en deuil, mais les émotions n'ont pas le droit de remplacer la loi. Si tout le monde agissait comme M. Grayson, qu'adviendrait-il de tout notre système de santé? Elle a marqué une pause, puis a terminé par une phrase semblable à une lame, c'est exactement ce genre de sentimentalité qui fait oublier aux gens que les protocoles n'existent pas pour faire obstacle, ils existent pour protéger. William Grayson était assis dans la chambre d'hôpital où Jonah respirait encore grâce à un tube de support. Anna s'était endormie à côté de son frère, tenant toujours son carnet. William regarda tranquillement par la fenêtre, où la lumière du matin filtrait, mais il n'a pas allumé la télévision, n'a pas touché son téléphone. Il ne voulait pas savoir ce que le monde extérieur disait. Ou peut-être s'était-il habitué depuis longtemps à être jugé. Un léger coup a retenti à la porte. Ava Dunn est entrée, tenant un dossier imprimé. Elle avait l'air hésitante. Je suis désolé de venir sans invitation, mais je pensais que vous devriez savoir. Cela a dépassé le niveau local. William a légèrement incliné la tête. Il a pris le dossier mais ne l'a pas ouvert. Son regard s'est déplacé d'Ava à Anna et s'y est attardé. Il a vu la fille rêver, sa main reposant toujours sur l'épaule de son frère, comme si elle avait peur de perdre la seule chaleur qui restait. « Je vous ai dit que je ne voulais pas de la presse près de ça, dit-il lentement. Je n'ai pas besoin de plus de gros titres. Ava a hoché la tête. Je sais. Et je n'ai rien posté de sensationnel. Mais les gens parlent de vous, de ces deux enfants. Certains en bien, d'autres en mal. Certains vous qualifient de héros, d'autres pensent que vous avez outrepassé vos droits. William a regardé au loin. Une lueur d'hésitation a traversé ses yeux, puis s'est doucement estompée. Je n'ai pas l'habitude d'être considéré comme un symbole. Quand j'étais plus jeune, je ne savais que gagner de l'argent. Et puis Emily? Il n'a pas continué, mais Ava a compris. Elle s'est approchée, sa voix douce comme le vent. Alors cette fois, laissez les gens voir ce qui s'est réellement passé. Pas pour vous protéger, mais pour protéger des enfants comme Anna. William a soupiré, puis il a souri, mais son regard vacillait encore. L'ombre du passé, le jour où il est resté impuissant alors qu'Emily s'en allait pour toujours, ne l'avait toujours pas quitté. Au moment où Ava sortait de la pièce, son téléphone a vibré. William a jeté un coup d'œil à l'écran. Un numéro inconnu. Il a hésité, puis a répondu. « Monsieur Grayson ?» C'est Rachel Bloom, avocate spécialisée dans les droits de l'homme. J'ai vu la vidéo, ainsi que plusieurs autres. Il y a des éléments de preuve qui, je crois, seraient explosifs au tribunal. Je n'appelle pas pour vous convaincre. Je veux juste que vous sachiez que si vous prévoyez toujours d'aider ces deux enfants, vous ne pouvez pas vous battre seul. William est resté silencieux. Il n'a pas répondu immédiatement. Il a jeté un coup d'œil à Anna, toujours endormie, la main ne quittant jamais Jonah. Puis il a parlé, la voix rauque. « Donnez-moi une nuit. Je vous rappellerai après avoir demandé à Anna. » Il a raccroché, juste à ce moment-là, la porte s'est à nouveau ouverte. Angela Reed est entrée. La porte de l'hôpital a grincé en s'ouvrant. Une voix hésitante a parlé. « Excusez-moi, je ne savais pas si j'étais autorisée à entrer. Je suis l'enseignante de Anna, Angela Reed. » William et Anna se sont tous deux retournés. Anna a plissé les yeux,
prenant un moment pour reconnaître la femme qui se tenait incertaine à l'embrasure de la porte. Des cheveux bouclés légèrement en désordre, un manteau en tissu délavé, mais ses yeux, ceux qui la surveillaient toujours après la classe, elle s'en souvenait clairement. « Mademoiselle Reed ?» La voix de Hannah était aussi faible que le vent s'infiltrant par une fissure, et tout aussi fragile. Angela est entrée lentement, posant un sac en toile sur une table voisine. « J'ai vu le clip ce matin et je vous ai reconnu. Je suis désolé de ne pas en avoir fait plus tôt. J'ai signalé au directeur il y a des semaines quand je vous ai vu apporter des pâtisseries de la veille, vous endormir sur votre bureau, mais... » William est resté silencieux. Il les observait, comme s'il essayait de reconstituer les fragments d'une histoire dont il ne voulait plus être exclu. Angela s'est penchée, a tenu la main tremblante de Hannah. « Je suis désolé de ne pas avoir eu une voix plus forte, mais si vous avez besoin de quelqu'un maintenant, je serai à vos côtés. » William a serré sa canne plus fort. Il a regardé dans les yeux de Hannah, qui n'étaient plus fuyants, ni douteux, mais contenaient une profonde fatigue bien au-delà de son âge. Et il a su qu'il était temps, non seulement de sauver un enfant, mais de se tenir aux côtés d'une personne, pour qu'elle n'ait plus jamais à frapper seule aux portes. J'ai signalé au directeur qu'elle apportait souvent de la nourriture de la veille, qu'elle s'était même endormie de faim une fois, mais on m'a dit de ne pas m'ingérer trop profondément. Je ne savais pas que c'était devenu si grave. William a écouté. Il avait l'impression qu'une fois de plus, les fragments silencieux entourant Hannah commençaient à se révéler, du système scolaire à la négligence de la société. Angela le regarda. « Je ne sais pas qui vous êtes, mais si vous êtes resté quand d'autres sont partis, merci. » William baissa la tête, la voix rauque. « Tout le monde n'a pas la chance d'essayer à nouveau. J'ai juste eu de la chance d'en avoir une. Je sais. Et je suis venu voir la bonne personne. » Hannah ne savait toujours pas ce qui se passait au-delà des portes de l'hôpital. Elle savait seulement que Jonah allait mieux, que M. Grayson lui avait acheté une nouvelle paire de chaussettes, et qu'aujourd'hui, une infirmière lui avait silencieusement posé la main sur l'épaule avant de s'éloigner sans un mot. Elle a ouvert son carnet et a écrit « Les gens ne sont peut-être pas les mêmes, mais peut-être qu'ils peuvent quand même choisir de faire la même chose. Juste une fois. Juste une fois, ça suffit. » Cette nuit-là, dans la salle de garde derrière le service des urgences, Dana Lowell, la jeune infirmière autrefois réprimandée pour ne pas avoir suivi le protocole, était assise face à l'écran de l'ordinateur. La lumière bleue se reflétait sur ses joues fatiguées. Elle réfléchissait depuis des heures. Devait-elle envoyer le clip? Devait-elle dire la vérité? La vidéo, enregistrée par un téléphone caché dans la poche de sa blouse, montrait clairement le docteur Evelyn Morris refusant de soigner Jonah. Les mots « pas de papier, pas d'assurance, pas d'admission » résonnaient comme une lame, inexcusable, impossible à couvrir. Dana a envoyé le clip au bureau de l'avocate Rachel Bloom, en y joignant une note « Je n'ai pas été plus courageuse que cet enfant. J'espère que la loi ne restera pas silencieuse. » À l'église Saint-Jérôme, le père Thomas Keane a ouvert son journal pastoral. Une page écrite à l'encre pâlie relatait le jour où Hannah était venue à l'église, amenant Jonah, le petit garçon brûlant de fièvre et incapable d'ouvrir les yeux. « J'ai besoin d'une maman, mais maman est partie. Maman, je serai la maman. » Le père Thomas a noté la date et l'heure exacte, l'état des deux enfants, et a indiqué qu'il avait lui-même appelé 3 centres de services sociaux différents. Aucun n'a répondu. Dans une petite épicerie de la rue Franklin, Avaden a parlé avec Maggie Chen, la propriétaire du magasin. Maggie a tendu à Ava un vieux reçu avec une marque spéciale, pain de mie, 0,00 $ américains. Je ne connais pas le nom de la fille, mais chaque fois qu'elle venait, elle levait toujours les yeux vers l'étagère à pain, puis baissait la tête très bas. Je n'ai jamais vu un enfant aussi affamé et pourtant si poli. Ava a pris une photo du reçu. C'était la preuve que Hannah avait reçu de la nourriture de la communauté, tandis que les services sociaux restaient silencieux. À l'hôpital, William Grayson n'est pas resté inactif. Il a contacté un spécialiste en technologie de son ancienne entreprise, lui demandant de retrouver la vidéo originale postée par Vincent Hale, la première personne à avoir mis en ligne le clip. De là, l'équipe technique a découvert plusieurs flux en direct non publiés, dont un qui montrait Hannah frappant à la porte de la clinique 3 fois, ignoré par le gardien de sécurité. Un autre clip montrait Vincent riant et disant « On dirait qu'un petit drame de minuit pourrait me rapporter quelques vues. » William a fourni tous ces clips à l'avocate Bloom. Au même moment, Rachel Bloom a rassemblé une équipe de bénévoles pour examiner les registres de signalement des agences sociales régionales. Un membre de l'équipe a découvert qu'au moins 3 fois au cours des 4 derniers mois, l'adresse de Hannah avait été signalée comme injoignable, la mère absente, les enfants non vus.
Mais aucun travailleur social n'est jamais venu vérifier en personne. Les anciens dossiers mentionnaient encore le nom de Brenda Chastain, une ancienne babysitter engagée lorsque la mère de Hannah a commencé à travailler de nuit. Brenda avait été notée pour son comportement non coopératif après plusieurs tentatives de supervision infructueuses. Mais après une inspection surprise, elle a disparu de son adresse enregistrée, laissant les 2 enfants seuls dans une chambre de location froide. Pas de mots, personne n'a suivi. Et c'est ainsi que dans l'obscurité, un enfant en a élevé un autre, simplement parce que le système n'a rien vu d'alarmant. Angela Reed, l'ancienne enseignante de Hannah, a ajouté « J'ai une fois signalé au directeur que Hannah apportait souvent du pain sec à l'école et s'assoupissait en classe. Mais ils m'ont dit que je surréagissais. Je ne pense pas que quelqu'un s'en souciait. » Elle a tendu son cahier à William. William a regardé les pièces s'assembler, la vidéo, le reçu de la boulangerie, les registres de l'église, les rapports falsifiés des services sociaux et les notes de classe. La vérité n'a pas besoin d'être bruyante, a-t-il dit à Ava. Elle a juste besoin d'être placée dans le bon ordre. Elle a hoché la tête. Et cette fois, il y a assez de gens qui ne détourneront pas le regard. Dans son bureau, Rachel Bloom avait maintenant suffisamment de preuves pour engager une procédure judiciaire complète, alléguant la négligence, la faute médicale et l'échec systémique du système de protection de l'enfance de l'État. Le tableau n'était plus seulement la douleur d'une petite fille, c'était la conséquence de l'indifférence d'une société. Et William, l'homme qui était autrefois resté silencieux, était celui qui commençait à assembler les premières pièces brisées. Cet après-midi-là, après la fin de l'appel d'Ava, William est resté assis à côté du lit d'hôpital où Jonas s'était endormi. De l'autre côté de la pièce, Hannah écrivait tranquillement quelque chose dans un petit carnet, son écriture fine et tremblante, mais stable comme un souffle. Il a observé la jeune fille un moment, puis a parlé doucement, non pas avec le ton d'un adulte donnant des ordres, mais comme quelqu'un qui a un jour échoué à protéger la chose la plus importante de sa vie. « Crois-tu en la justice, Hannah ?» Elle a marqué une pause, a levé les yeux. « Je ne sais pas. Je ne l'ai jamais vue. » William a légèrement hoché la tête, sa voix devenant rauque. « J'ai eu une fille un jour. Mais je ne me suis pas levé assez tôt pour la protéger. Cette fois, si tu es d'accord, je veux faire ce qui est juste avec toi. Pas pour moi, pas pour la presse, mais pour qu'aucun autre enfant n'ait à marcher dans la neige comme tu l'as fait. » Hannah n'a pas répondu tout de suite, mais ses yeux ont rencontré les siens, sans doute, sans peur, seulement un accord silencieux bien plus mature que ses 10 ans. Le jour de l'ouverture du procès, l'air autour du palais de justice de la ville semblait murmurer quelque chose. Rachel Bloom lui a dit quelque chose doucement, mais William n'a fait qu'un petit signe de tête, les yeux fixés sur la porte de la salle d'audience où Hannah allait bientôt apparaître. Le coup de marteau a retenti, résonnant contre les murs lambrissés comme un battement de cœur lourd. Le procès a commencé. Le juge Michael Carvey, un homme aux cheveux d'argent et au visage calme, connu pour son principe « la loi, c'est la loi », était assis bien droit derrière le banc. Mais ce matin-là, son regard s'est attardé un peu plus longtemps sur un endroit, là où William Grayson était assis à côté de 2 enfants, les mains jointes comme un père s'accrochant à quelque chose de bien plus grand que lui-même. Le premier témoin fut Linda Paxton, la réceptionniste de la clinique. Elle portait un chemisier beige, les mains si serrées qu'elles en devenaient pâles. Elle s'avança lentement vers le centre de la pièce, entraînant presque avec elle le silence de toute la rangée du fond. J'ai vu la petite fille frapper, d'abord doucement, puis plus fort, puis avec son front. Rachel Bloom s'est avancée, sa voix douce mais ferme. « Avez-vous ouvert la porte, mademoiselle Paxton ?» Linda a hoché la tête avec hésitation. « Je l'ai fait. Mais quand j'ai demandé son nom et ses documents d'assurance, elle n'en avait pas. Je ne savais pas quoi faire. » Rachel l'a gentiment interrompue. « Alors vous êtes retourné demander au docteur Morris ?» Linda a dégluti difficilement. Elle a juste dit, pas de papier, pas d'admission. Je suis restée silencieuse. Et je l'ai regretté chaque nuit. Immédiatement après son témoignage, une vidéo du téléphone de l'infirmière Dana Lowell a été diffusée. Tous les yeux se sont tournés vers l'écran. Evelyn Morris, dans sa blouse blanche, articulant clairement les mots, le ton ferme, pas de papier, pas d'admission. Je ne veux pas être poursuivie en justice. Une ondulation silencieuse a parcouru la salle d'audience. Linda a baissé la tête et a pleuré. Dana Lowell a ensuite été appelée. Elle a gardé le regard droit en se dirigeant vers la barre. Je savais que Jonah n'avait pas le temps. J'étais sur le point d'enfreindre le protocole, mais M. Grayson a parlé le premier. Le procureur est intervenu. Mademoiselle Lowell,
avez-vous été menacée ou soudoyée de quelque manière que ce soit? Dana a regardé droit devant elle. Non. J'ai fait ce que je croyais juste. Et si je suis renvoyée, je le referai. Le père Thomas a été appelé ensuite. Il a parlé lentement, chaque mot profond et clair. Les deux enfants ont passé la nuit à l'église. Anna a murmuré à l'autel, « Je serai la maman ». Je ne pense pas avoir jamais entendu une prière plus déchirante. Angela Reed, leur ancienne enseignante, s'est levée, tenant un carnet froissé. Anna a un jour caché un pain dans son sac à dos. Elle s'est même endormie pendant la classe. J'ai envoyé des courriels d'alerte, mais le directeur Walsh a dit que ce n'était pas mon problème. À ce stade, Rachel a demandé au tribunal d'autoriser un témoin spécial de plus, Maggie Shen. Elle s'est avancée, tenant un vieux sac en papier. Elle est entrée une fois dans mon magasin. N'a rien demandé, a juste regardé. Je lui ai donné un pain. Elle a juste baissé la tête, puis a pris son petit frère et est partie. Pas un seul mot de demande, pas une seule plainte. Le tournant est survenu lorsque Brenda Chastain, une ancienne nounou, a été appelée. Elle paraissait mal à l'aise, les mains nerveusement entrelacées, évitant les yeux de tout le monde. Oui, je m'occupais de Anna. Mais sa mère ne pouvait pas payer. Je suis parti après qu'elle m'ait désobéi une fois. Je l'ai frappée. Rachel n'a rien dit de plus. Un long silence a rempli la pièce. Finalement, Anna a été appelée à la barre. Elle se tenait à côté de William, les mains tremblant légèrement. Rachel s'est approchée pour la soutenir. La voix de Anna s'est élevée, pas forte mais stable. Je ne suis pas douée pour parler. Mais si je n'avais pas frappé, mon frère serait en danger. J'enveloppais mon manteau autour de Jonah pour le garder au chaud. Certaines nuits, je ne dormais pas, juste pour le regarder respirer. Et s'il ne s'était pas arrêté ce jour-là, alors il n'y aurait eu personne d'autre. William ne regardait pas Anna. Il serrait simplement sa canne plus fort, les lèvres pincées. Sur le visage d'un homme qui avait un jour tout perdu, une seule larme a coulé. Le juge Carvey s'est penché en arrière. Il a enlevé ses lunettes, les a tapotées doucement sur la table, comme s'il frappait à son propre cœur. Ce tribunal examinera toutes les preuves et rendra immédiatement une décision provisoire sur la tutelle et les responsabilités des parties impliquées. Le procès n'était pas encore terminé, mais la vérité, avec toutes ses aspérités brutes et non polies, avait déjà fait son entrée au centre de cette salle d'audience, par la voix d'une jeune fille qui venait d'avoir 10 ans. Et parfois, c'est tout ce dont la justice a besoin. Le matin au tribunal n'a pas commencé par le bruit des klaxons ou des murmures, mais par un seul hochement de tête du juge Carvey. Le tribunal du comté de Waverly a décidé d'accorder la tutelle temporaire à M. William Grayson pour les deux mineurs, Anna et Jonah Whittaker. Le docteur Evelyn Morris a été suspendu indéfiniment de la pratique de la médecine en raison de violations graves de l'éthique médicale et de la sécurité des patients. Brenda Chastain, qui avait été engagée comme nounou pour les deux enfants, a été condamnée à 9 mois de réadaptation non privative de liberté pour négligence d'enfant et préjudice émotionnel prolongé. Le Bureau de la protection de l'enfance du comté a reçu l'ordre de procéder à un examen complet de tous les dossiers en souffrance des 2 dernières années, et le directeur actuel a été temporairement suspendu pour faciliter l'enquête. Lorsque ces mots ont été prononcés, l'atmosphère dans la salle d'audience a semblé ralentir. Anna s'est tournée pour regarder William, confuse. Jonah, bien que toujours sous assistance respiratoire légère, a réussi un sourire rêveur en voyant l'ours en peluche qu'il avait laissé tomber reposer maintenant dans ses bras. William n'a regardé personne. Il a simplement hoché la tête, comme un homme acceptant non pas une responsabilité, mais une dette. Anna l'a regardé, puis a dit timidement, aussi doucement qu'un souffle, « Grand-père, merci ». William s'est tourné vers elle, le coin de sa bouche tremblant. Pour la première fois, elle l'avait appelé « grand-père », plus « monsieur ». Dans le couloir, quelques journalistes attendaient, mais Rachel Bloom avait fait signe, pas de déclaration. Ce n'était pas une victoire, c'était le début de la reconstruction de la confiance. Ce soir-là, une déclaration publique du Conseil de l'Ordre des médecins de l'État a été publiée. Le docteur Evelyn Morris était officiellement suspendu de la pratique médicale pour faute grave à l'éthique médicale. Un clip vidéo et des témoignages du personnel médical et des patients étaient joints comme preuve. Pendant ce temps, Dana Lowell, la personne qui a filmé la vidéo et soumis la preuve, a reçu des excuses publiques lors d'une petite cérémonie de reconnaissance à l'hôpital. Lorsqu'on lui a demandé ce qu'elle ressentait, elle a simplement dit « Je n'ai rien fait de grand. Je ne voulais juste pas qu'un enfant souffre à cause d'un règlement. »
Dans un coin tranquille du cimetière de la ville, le père Thomas se tenait à côté d'une pierre tombale blanche sans nom, le lieu de repos de la mère de Anna et Jonah. À côté, se trouvait un banc de pierre nouvellement installé, avec une plaque de bronze gravée, pour ceux qui sont passés un jour, afin qu'ils aient un endroit où s'asseoir et rester un moment. 2 jours plus tard, après avoir suivi de près les développements et parlé avec des témoins, Lisa Morrow, qui avait un jour sévèrement critiqué William à la télévision nationale, est apparue dans une émission spéciale avec une attitude plus calme. Elle a regardé droit dans la caméra. « J'avais tort. J'ai oublié que la loi n'existe pas pour imposer, mais pour protéger. Et parfois, c'est la compassion qui réécrit la loi. William Grayson n'a pas seulement sauvé 2 enfants, il nous a rappelé la seule chose que le système a longtemps négligée, l'humanité. » Elle a baissé la tête, un geste rare à la télévision en direct. Les médias sociaux ont explosé, mais cette fois, non pas d'indignation, mais d'histoire de gratitude et de changement. La nuit est tombée. William regardait les 2 enfants dormir dans la chambre temporaire qui était maintenant la leur. Il n'était plus un homme d'affaires, plus un homme qui avait perdu. Il était simplement une personne qui avait appris que parfois, pour faire ce qui est juste, il faut être prêt à laisser tomber le jugement et à croire en la partie la plus douce de chaque être humain, la compassion. Derrière lui, le passé. Devant, une petite veilleuse. À côté, Jonah tenait toujours son ours en peluche. Anna venait de ranger son carnet dans un tiroir. Et cette nuit-là, pour la première fois depuis de nombreuses années, William a dormi paisiblement, non plus hanté par les échos du passé, mais apaisé par la respiration régulière de 2 enfants et un avenir qui, bien que fragile, avait vraiment commencé. 1 an plus tard, le printemps était arrivé à Waverly. La lumière du soleil scintillait à travers les arbres en bourgeons et l'air portait l'odeur humide de la terre fraîche après la première pluie de la saison. Dans un coin tranquille de la banlieue, la maison blanche sur la colline était maintenant le foyer de William Grayson, qui y avait emménagé avec Anna et Jonah. Un lundi matin, Jonah portait une veste bleue et serrait son familier ours en peluche à une seule oreille. Il avait été accepté à l'école maternelle locale, où pour son premier jour, William lui a personnellement tenu la main jusqu'à la grille de l'école. Sur les marches de l'entrée, William s'est agenouillé à sa hauteur, ses cheveux argentés captant la douce lumière du soleil. « Est-ce que je reviendrai ?» demanda Jonah, levant les yeux d'une voix légèrement pâteuse. William a souri doucement. « Je pense que tu reviendras aujourd'hui avec un sourire, et sans avoir besoin d'être porté sur mon dos pour traverser la pente. » Anna est sortie de la maison, son sac de croquis en bandoulière sur une épaule. Elle avait été acceptée au cours d'art du soir de la ville, un petit groupe tranquille, mais c'était le premier endroit où elle sentait qu'elle avait une voix, même si elle n'était pas parlée. Son professeur, M. Whitman, avait dit un jour, « Cette fille dessine de mémoire et à partir d'une sorte de lumière que tout le monde n'a pas vue. » Un après-midi, Anna a apporté une peinture dans le salon. « Pour vous ?» a-t-elle dit. William a enlevé ses lunettes et a regardé attentivement. Le tableau montrait une fille blonde, Emily. Elle se tenait entre Jonah et Anna, leur tenant la main. Derrière eux se trouvait la colline et le banc de pierre. William n'a pas trouvé les mots. Il a simplement serré Anna dans ses bras. Elle est restée immobile, puis a doucement appuyé sa tête sur son épaule. Pas besoin de beaucoup de mots, car tous 2 comprenaient qu'une partie d'Emily vivait encore, à travers le courage d'un enfant qui s'était un jour tenu devant la porte d'une clinique. Au même moment, Ava Dunn, maintenant la rédactrice officielle de la rubrique d'intérêt humain de la Waverly Voice, a publié un article de fond. Il y a des héros qui ne portent pas de cape, juste de petits pieds qui veulent encore avancer. Et il y a de vieilles âmes qui croyaient autrefois avoir lâché prise, pour soudainement réapprendre à tenir une main. L'article s'est largement répandu, non pas parce qu'il était sensationnel, mais parce qu'il touchait quelque chose que nous savons tous au fond de nous. La gentillesse n'est pas perdue, elle retrouve juste son chemin. Le jour de l'inauguration du premier centre médical gratuit de la Fondation Lumière d'Emily, William n'a pas parlé. Rachel Bloom l'a remplacé devant la foule. Mais à la fin de la cérémonie, Anna, dans une simple robe verte, s'est levée. Je ne sais pas dire les choses comme les adultes. Mais je sais que parfois les gens demandent pourquoi quelqu'un sauverait un enfant sans papier. Je pense qu'on n'a pas besoin de papier. On a juste besoin que quelqu'un se souvienne qu'ils sont une personne. Personne n'a applaudi. Ils sont restés silencieux, car certains discours n'ont pas besoin d'être applaudis. Ils ont seulement besoin d'être entendus. Cet après-midi-là, William se tenait seul à côté du vieux banc de pierre. À côté de lui, la plaque de laiton s'était assombrie avec le temps, pour ceux qui sont passés un jour, afin qu'il y ait un endroit où s'asseoir à nouveau. Il ne s'est pas assis.
Il a simplement posé un bouquet de fleurs sauvages et s'est éloigné, vers la petite maison où 2 enfants l'attendaient. Cette famille n'était pas grande, mais elle était réelle. Et là, le passé ne blessait plus le présent. Il faisait simplement partie de la façon dont les cœurs avaient appris à devenir plus chaleureux. Peut-être que ce qui fait une société bienveillante, ce ne sont pas les grands gestes, mais le moment où quelqu'un choisit de s'arrêter, de se pencher et d'écouter un enfant. L'histoire de Anna et Jonah n'est pas seulement celle d'une nuit froide, c'est celle d'un choix, rester immobile ou avancer, juger ou comprendre. Avez-vous déjà été trop fatigué pour tendre la main? N'ayez pas peur de partager, car même dans les moments les plus petits et les plus silencieux, vous pourriez être la lumière que quelqu'un d'autre recherche. Si vous avez lu jusqu'ici, n'oubliez pas de boire de l'eau et d'appliquer un peu de lotion. Votre peau mérite de l'amour, tout comme votre cœur.